Bonsoir. L'embolie pulmonaire est une affection cardiovasculaire et elle constitue une urgence vitale contre laquelle il faut vite agir. C'est une affection qui fait assez de victimes dans le monde et selon l'Organisation mondiale de la santé, 350 000 personnes meurent chaque année de cette maladie. Quelle est la situation de l'embolie pulmonaire chez nous ici au Togo? Quels sont les symptômes de cette affection et comment la prévenir? Vous suivrez tout à l'heure les explications avec notre invité du jour ainsi que les témoignages de 2 patients qui nous racontent leur histoire avec cette maladie. Merci pour votre fidélité à Santé d'abord. Voilà, pour mieux comprendre l'embolie pulmonaire ce soir, nous recevons Dr Zouera Sesso Traoré. Elle est cardiologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Olive. Comment vous allez? Ça va. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ben, bon, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. D'accord. Afin de faire la promotion de la santé, tout en amenant la population à connaître assez bien les maladies cardiovasculaires et également les prévenir. En tout cas, merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler justement de l'embolie pulmonaire, une maladie fréquente mais méconnue. Dites-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, pour répondre à votre question, l'embolie pulmonaire, je vais la définir tout simplement. Il s'agit d'une migration d'un thrombus. Le thrombus, c'est un caillot de sang dans l'arbre artériel pulmonaire et qui sera responsable d'une obstruction brutale qui va être complète ou partielle d'une artère pulmonaire ou l'une ou de plusieurs branches de cette artère pulmonaire. Bien sûr que cette obstruction aura forcément des conséquences à la fois respiratoires, à la fois cardiaques et éventuellement hémodynamiques. Nous y reviendrons dans la suite de l'émission. Voilà. On parle aussi d'embolie pulmonaire massive et une embolie pulmonaire bilatérale. Quelle est la différence? L'embolie pulmonaire massive reste une définition, dirons, scanographique. C'est une embolie pulmonaire qui sera responsable de plus de 50% de l'obstruction du vaisseau de l'artère pulmonaire. Donc si un caillot de sang bouge plus de 50% du calibre de l'artère pulmonaire, on parle d'une embolie pulmonaire massive. Parce que généralement, elle va s'accompagner des complications, à la fois la chute de la tension artérielle, d'une détresse respiratoire. Ça va entraîner tout ce qui est signe d'insuffisance cardiaque. Le patient, il aura des œdèmes des membres inférieurs, il aura une ascite, de l'eau dans le ventre, de l'eau dans les poumons et tout ça. Vous voyez, donc c'est une embolie pulmonaire grave. En même temps, la bilatérale, elle va toucher forcément les 2 branches de l'artère pulmonaire. Vous savez, l'artère pulmonaire, il y a le tronc artériel qui ensuite va se bifurquer, donner la branche gauche et la branche droite. Donc la bilatérale va toucher forcément la branche gauche et la droite. On parle aussi d'embolie pulmonaire foudroyante. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? La foudroyante, ce n'est pas une définition médicale, mais si je peux l'expliquer, c'est une embolie pulmonaire qui sera responsable d'un arrêt cardiovasculaire. Le patient, il tombe, il fait un arrêt, on peut le ressusciter ou carrément, cette embolie pulmonaire entraînera un décès dans les quelques minutes, quelques heures qui suivront. Et le docteur dit tout nous, l'embolie pulmonaire, elle existe bel et bien chez nous au Togo ici? Si, elle existe bel et bien. Est-ce qu'on peut avoir une idée générale de la prévalence de cette maladie? Vous savez, depuis, disons que l'embolie pulmonaire était une maladie méconnue. Et si je peux vous dire, au Togo, en 2015, on avait une prévalence d'à peu près 3,1%. Et ça, ce n'était pas des études qui sont faites dans la population générale, mais c'est des prévalences hospitalières. On regroupe quelques patients hospitalisés et puis on regarde combien on fait une embolie pulmonaire. Donc, en 2015, on était à 3,1%. Aujourd'hui, nous sommes à presque 8%. Si on prend 100 patients hospitalisés dans le service de cardiologie, 8 personnes feront l'embolie pulmonaire. Mais voilà, c'est beaucoup. Il faut signaler que le risque est lié à l'âge. Si on prend 10 000 personnes qui ont moins de 40 ans,
une personne fera l'embolie pulmonaire. Mais en même temps, si on prend une des personnes qui ont au-delà de 60-65 ans, sur 100 patients, une personne fera l'embolie pulmonaire. Le risque a assez augmenté, surtout avec l'avènement de la Covid. On s'est rendu compte que la Covid-19 est une maladie très emboligène. Moi, je vous donne la prévalence de l'embolie pulmonaire aussi à Lomé commune, qui est le centre dédié pour la prise en charge des patients testés positifs. Voilà. Donc là, nous sommes à peu près à 23,1% de cas d'embolie pulmonaire. Et tenez-vous bien, les 2/3 des patients qui ont fait des formes sévères avaient une embolie pulmonaire associée, et les formes critiques, ça c'est les formes très très sévères. Je dirais que 100% des personnes qui ont fait des formes critiques de la Covid-19 avaient une embolie pulmonaire associée. Vous voyez, cette maladie peut toucher tout le monde peut en souffrir. Je pense que c'est l'intérêt de ce sujet ce soir. Tout le monde doit connaître cette maladie. Voilà. Savoir l'éviter. Je voulais aussi ajouter que c'est la principale cause de mortalité chez des patients cancéreux, chez des parturientes, chez les femmes enceintes. Vous voyez? Et 15% de décès de causes méconnues sont liés à l'embolie pulmonaire. Bien sûr, elle est grave, tout ce qu'on raconte, mais dans certaines circonstances, elle est très évitable et on peut en guérir complètement. Vous allez nous donner toutes ces belles informations au cours de cette émission. L'embolie pulmonaire est une maladie qui concerne plusieurs disciplines, docteur. Si. Alors, c'est dans cette optique que nous sommes allés au CHU Sylvanus Olympio. Le professeur Adjo, qui est le responsable du service pneumologie, qui nous fait comprendre que l'embolie pulmonaire concerne aussi bien la pneumologie que la cardiologie. L'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction de l'artère pulmonaire, de l'une de ses branches, l'une ou plusieurs de ses branches, le plus souvent par un caillot qui est appelé l'embolie pulmonaire. C'est une maladie liée à une artère. Vous voyez que c'est une maladie qui est partagée avec les cardiologues qui s'occupent du cœur et des vaisseaux. Mais le fait que le cible, l'organe le touché est le poumon, les pneumologues sont aussi au premier rang de la prise en charge de cette maladie. Alors, de façon pratique, lorsque les artères pulmonaires venaient à être obstruées, les signes sont très variés. Dans les cas où l'artère obstruée est de très petite calibre, de très petit diamètre, en ce moment-là, on va assister à des manifestations qui sont très mineures, parfois même qui vont passer de façon inaperçue et le malade ne saura pas, les médecins peuvent se tromper. Dans les cas où l'artère obstruée est de plus grand diamètre, eh bien, en ce moment, les signes sont plus patents, sont plus gênants. L'embolie pulmonaire, c'est une maladie fréquente que nous recevons couramment dans notre exercice ici. On va dire un malade sur 10, un malade sur 15 que nous recevons, que nous hospitalisons, sont des malades qui souffrent d'embolie pulmonaire. Et donc, prise en charge ici. C'est une maladie fréquente qui nécessite une attention des soignants et si besoin d'une attention des décideurs de la santé. Voilà, docteur Sesso, vous avez suivi le professeur Adjo. Oui. Qu'est-ce que vous avez ajouté à tout ce qu'il vient de nous dire? Il est vrai que l'embolie pulmonaire, la prise en charge est partagée à la fois entre les pneumologues et les cardiologues. Je ne dirais pas que les cardiologues sont au premier rang de la prise en charge, puisque les médicaments, tout ce qui est la suite n'est que cardiovasculaire. Il est bien vrai que tout touche le poumon, mais c'est un vaisseau.
dont nous sommes les vrais, disons, médecins qui s'en occupent. Je pense qu'il a dit c'est une pathologie souvent méconnue, même pour nous praticiens, des gens passent à côté parce que le diagnostic est très difficile. Les signes ressemblent à toutes sortes d'infections pulmonaires banales, ça fait que les gens passent à côté. Et ça, si un patient a la chance de peut-être rencontrer un médecin qui n'a pas le flair de cette maladie, vous voyez que le patient est exposé, il peut mourir chez lui tranquillement. Donc je pense que c'est une affection couramment que tout médecin, que vous soyez généraliste ou spécialiste, vous allez fréquemment rencontrer cette maladie et il faudra que nous médecins, qu'on puisse connaître bien cette maladie. Ce n'est pas forcément les cardiologues ni les pneumologues, hein, tout médecin, même un médecin généraliste, pour ainsi sauver les vies, hein, parce que, on le dit, elle est fréquente. Et qu'est-ce qui peut causer justement cette affection, docteur? L'embolie pulmonaire, les causes sont multiples, mais dans 90% des cas, elle est la complication d'une thrombose veineuse profonde. Vous allez me demander la thrombose, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, si vous vous rappelez un petit peu la circulation sanguine, il y a les artères qui nourrissent l'organisme, qui partent avec l'aorte, qui partent du cœur et tout ça avec du sang oxygéné. Et le retour veineux, le sang qui est pauvre en oxygène est drainé par les veines. Ouais. Et ça part des jambes vers le cœur et arrive au niveau des poumons et pour s'oxygéner à nouveau et refaire le tour. Donc quand on parle du réseau veineux, il y a disons on distingue deux réseaux veineux. Il y a le réseau profond qui draine plus de 90% de ce sang veineux et le réseau superficiel, c'est des petites veines qui sont sous la peau qui ne représentent que 10% de ces veines. Mais les veines profondes, ce sont ces veines qui sont entre les muscles et qui drainent les 90% du sang veineux. Donc la thrombose veineuse, c'est un caillot de sang qui bouche une veine profonde. Et cette veine profonde, le caillot de sang vient généralement d'où? Ça vient des membres inférieurs, c'est les cas habituels, ou le petit bassin. Donc si on prend l'exemple des femmes enceintes, des césarisées, ou des gens qui sont immobilisés pour telle ou telle affection, le caillot de sang peut se former au niveau du mollet. Rarement, ça peut venir des membres supérieurs, des bras et tout ça. Ça, c'est le cas, si je peux le dire, c'est iatrogène, c'est lié au traitement. Vous voyez les intraflons qu'on met pour passer tous les perfusions et tout ça. La veine sur laquelle on place le cathéter peut s'infecter et ainsi envoyer l'embole. Dans ce cas, n'est pas du sang, mais c'est la petite infection qui est partie de cette veine et qui va boucher. Si ça rentre dans le courant sanguin, ça ira boucher une artère pulmonaire. Il y a aussi la thrombose, le caillot de sang peut venir des cavités cardiaques droites. Donc c'est toutes les personnes qui vont faire un infarctus du myocarde, qui ont des cardiopathies dilatées, ce qu'on appelle le gros cœur, qui ont des cœurs pulmonaires chroniques. C'est des gens qui ont peut-être fait des embolies à répétition, passé inaperçu, le professeur l'a dit, mais c'est après qu'on se rendra compte que c'est des gens qui ont quand même déjà fait des embolies pulmonaires, mais qui ont laissé des séquelles. C'est des gens qui ont le cœur droit qui est dilaté avec une hyperpression des artères pulmonaires. À part ça, on a tout ce qui est thrombose de la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, c'est la grosse veine qui passe du foie et qui s'abouche au cœur. Et là, c'est plutôt dans le cadre des cancers ou dans le cadre de la compression médiastinale à cause de l'hépatomégalie et tout ça. Donc, je voulais aussi signaler quelle est la nature du caillot de sang. Voilà. Le plus souvent, il s'agit de la fibrine. On parle de la natrure fibrinochlorique. C'est du sang qui se coagule vite et qui devient dur
sous forme de caillots. Ça, c'est le cas habituel. Mais rarement, il peut s'agir de la nature, elle peut être gazeuse, ça peut être un parasite, ça peut être une métastase chez des patients cancéreux, ça peut être du liquide amniotique chez la femme enceinte, ça peut être graisseux, ça peut être pendant les interventions comme ça, chirurgicales, peut-être que c'est un bout de peau ou de la graisse qui passe et ça va dans le courant sanguin, ça ira boucher une artère pulmonaire. Et en quoi la contraception peut aussi causer l'embolie pulmonaire? Par exemple, si on prend le cas de la contraception c'est plutôt la contraception à base d'oestroprogestérone. Puisque l'oestroprogestérone, c'est une hormone qui abîme directement la paroi des vaisseaux. Et ça va enclencher le processus de la coagulation et forcément la personne fera une thrombose veineuse. C'est pour ça qu'on reviendra dans la prévention. Toute femme qui a déjà fait une thrombose veineuse, je pense que chez elle, il n'est pas, disons, conseillé de proposer une contraception orale à base des oestroprogestérone. Voilà. Vous venez de le dire dans votre intervention, c'est une maladie méconnue, même vous-même praticien de la santé, passez parfois à côté. Comment reconnaître maintenant les symptômes de cette maladie? Bon. Pour nous, citoyens lambda, comment savoir que la personne que j'ai en face de moi souffre d'une embolie pulmonaire? Généralement, les gens ne le savent pas. Mais si vous ressentez, par exemple, une douleur dans la poitrine, qui est prolongée, qui dure au-delà de 5 minutes. C'est une douleur généralement spontanée. Vous êtes là, vous commencez par avoir mal. Ça peut être une douleur à type de poing de côté ou à type de coup de poignard et sans vous ne trouvez pas de position antalgique. En dehors de la douleur, il peut s'agir d'une dyspnée. On parle d'essoufflement. C'est un essoufflement aussi brutal et qui peut s'aggraver avec le temps. Et ça partira d'un essoufflement peut-être banal à une détresse respiratoire aiguë. Donc les deux signes sont vraiment des signes d'alerte pour moi à ne pas rester à la maison lorsque vous ressentez ces signes. Bien sûr qu'il y a d'autres signes qui ne sont pas classiques, qui peuvent également, qui peuvent également annoncer une embolie pulmonaire, telle qu'une accélération du rythme cardiaque, la toux. Vous toussez, si vous toussez et que vous crachez du sang, c'est des crachats qui sont mélangés à du sang, ou quelqu'un qui fait un malaise brutal, il faut aller chercher une embolie pulmonaire. Voilà les quelques signes qui peuvent amener la personne, disons, qui peuvent vous alerter au besoin pour aller vous faire consulter. Les crachats teinteux de sang sont donc un symptôme de l'embolie pulmonaire? Si quelqu'un tousse et qu'il y a du sang dans les crachats, il n'y a que deux diagnostics auxquels il faut penser. Si ce n'est pas l'embolie pulmonaire, c'est la tuberculose. Justement, voilà. J'allais vous poser la question de savoir, est-ce que la tuberculose ne serait pas un facteur de risque d'embolie pulmonaire? Si, parce que la tuberculose est une infection comme tant d'autres. Donc, toute infection va entraîner ce qu'on appelle une lésion de la paroi d'un vaisseau. Et tant qu'il y a la lésion, on y reviendra parce qu'il n'y a que 3 facteurs qui prédisposent à la formation d'un caillot. Donc, on a la lésion de la paroi du vaisseau et vous savez, à l'intérieur du vaisseau, il y a des substances qui sont très emboligènes. C'est pour ça que la lésion n'est pas normale. Si vous avez une lésion, ça va enclencher, disons, la coagulation et tout de suite, le caillot de sang va se former. Voilà. Alors, docteur, dites-moi, est-ce qu'il y a des signes d'alerte de survenue de cette maladie? Non, mais je viens de le dire, les signes d'alerte, quelques signes que vous devez savoir, c'est la douleur thoracique et la dyspnée, l'essoufflement. Mais les deux arrivent brutalement. Et les varices que nous voyons souvent, est-ce que ça peut être un signe d'alerte de l'embolie pulmonaire? Les varices ne sont pas des signes d'alerte, mais par contre, c'est un facteur favorisant. Vous pouvez avoir des varices et ne pas faire une embolie pulmonaire. Les varices, c'est un facteur favorisant puisque
Si je peux la définir, les varices, c'est la dilatation des veines, je viens de le dire, des veines qui sont sous la peau. C'est une dilatation permanente, mais qui s'accompagne d'une, disons, destruction des valves de ces veines-là. Vous voyez? Donc, c'est un facteur favorisant, puisque comme les veines deviennent faibles, le sang ne passe plus comme il le faut. D'accord. L'embolie pulmonaire est une affection sérieuse, vous l'avez dit, et le professeur Adjo aussi l'a souligné. Et il a même dit que l'embolie pulmonaire fait intervenir plusieurs disciplines. Dans ce sujet, Dr Soké Alogno nous explique comment une embolie pulmonaire peut survenir après une opération chirurgicale, surtout en gynécologie, et que faire pour éviter cette affection chez les femmes. L'embolie pulmonaire, c'est une complication grave qui peut survenir également en gynécologie, surtout dans les chirurgies, au cours de la chirurgie. Lorsqu'on opère, on enlève par exemple l'utérus ou bien on enlève les fibromes, la malade, elle est alitée pendant un certain temps. Or, avec ce fait de ne plus se lever rapidement, il peut y avoir donc des caillots qui vont se former parce qu'il y a une stase veineuse. La circulation veineuse n'est plus faite correctement, donc il peut y avoir des caillots qui peuvent se former et ces caillots peuvent se détacher et migrer vers le cœur. Donc quand ça arrive, ça devient fatal. Donc ça, c'est une cause de mortalité assez importante en gynécologie, surtout en matière de chirurgie, surtout si la chirurgie intéresse les pathologies cancéreuses, comme le cancer de l'ovaire ou le cancer de l'endomètre, etc. Il faut donc qu'il y ait un traitement, un diagnostic rapide et une prise en charge immédiate. Mais quand l'embolie pulmonaire survient, c'est dur de récupérer. Donc c'est la prévention qui doit prendre le pas. Cette prévention doit prendre le pas sur le traitement. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on sait qu'il y a des facteurs de risque, par exemple quelqu'un qui a accouché par césarienne par exemple, ou bien quelqu'un qui a des facteurs de risque de développer une embolie pulmonaire, il faut prévenir cela. En quoi faisant? On fait une levée précoce. Donc ça veut dire que déjà après, dans les premières 24 heures qui suivent l'intervention, il faut commencer par une immobilisation rapide, lever la femme ou bien la faire marcher, etc. Et aussi, on peut porter des barres de contention élastiques. Et lorsque le risque est grand, il faut également donner des anticoagulants qui vont fluidifier le sang en quelque sorte pour permettre une bonne circulation. Ça évite que la pathologie ne survienne. Parce que quand ça survient, ça devient plus dangereuse et on récupère difficilement ce genre de patientes. Et comme on sait qu'il y a des facteurs de risque, on prévient cela par les mesures, comme je t'avais dit, une levée précoce, commencer par se mobiliser dans les premières 24 heures et aussi faire de l'anticoagulant à ces personnes qui sont à risque. Quand l'embolie pulmonaire survient, il est difficile, parfois difficile, de récupérer des patients. Ça arrive souvent de façon fatale. C'est pour ça que c'est important, et on insiste là-dessus, que quand on accouche, surtout par césarienne, ou bien quand on a subi certaines interventions, on demande aux patients de se mobiliser. On mobilise rapidement les patients, on leur demande de marcher, etc. Ce n'est pas pour les déranger, hein, mais c'est pour leur bien, c'est pour éviter la survenue de cette embolie pulmonaire, qui est un risque. Voilà, docteur. Nous avons suivi docteur Alogno qui nous fait comprendre à nous les femmes aujourd'hui que quand on nous demande de nous lever, de marcher après une césarienne, ce n'est pas surtout pour nous déranger. Et je suis sûre que les téléspectateurs aussi l'ont compris. Alors, docteur, vous avez bien suivi docteur Alogno. Si. Il est revenu sur certains facteurs de risque. Il a suggéré certains facteurs de risque. Quand vous l'aviez déjà annoncé, vous avez parlé, je posais la question par rapport aux varices. Et vous m'avez dit que les varices constituent un facteur de risque. La chirurgie aussi constitue un facteur de risque. Est-ce qu'il existe d'autres facteurs de risque à la survenue d'une embolie pulmonaire? Je voulais renchérir par rapport à ce que Dr Alogno a dit. Il faut savoir que la grossesse en elle-même entraîne, disons, augmente de 3 à 4 fois le risque de faire une thrombose veineuse. Pourquoi? Parce qu'au cours de la grossesse, il y a des changements physiologiques qui feront que le sang devient
bien coagulée pour empêcher les hémorragies au cours de la grossesse. Deuxième étiologie, lorsque disons la grossesse évolue, l'utérus devient gravide et ça comprime les veines au niveau, voilà, les veines pelviennes, les veines des membres inférieurs. Et vous voyez, c'est un facteur de risque aussi. Et même les hormones pendant la grossesse aussi vont abîmer les artères pendant la grossesse. Vous voyez déjà que la grossesse en elle-même multiplie le risque de faire la thrombose veineuse. Suite à la grossesse, on fera une césarienne. La césarienne, c'est une chirurgie. On va blesser des vaisseaux sanguins. Et la blessure, je l'ai dit tantôt, tout ce qui est lésion de la veine entraînera forcément la formation des caillots de sang. Et surtout, elles sont délicates. Les thromboses pelviennes, on ne peut pas les diagnostiquer, on ne peut pas les voir. C'est pour ça qu'il faut insister sur la prévention. Toute césarienne, on doit prévenir la formation des caillots de sang parce que c'est de la chirurgie sur le petit bassin et qui expose la femme enceinte ou la femme allaitante à cette maladie. Voilà. Les facteurs de risque de la maladie. Nous, on distingue deux types de facteurs. Il y a les facteurs transitoires. Ce sont des situations à risque. Ça veut dire que c'est réversible. C'est tout ce qui est, toutes les chirurgies. La chirurgie orthopédique, souvent, quand on opère des gens qui ont des fractures de la hanche, les gens qui ont des fractures du genou, de la jambe, toute chirurgie abdominale lourde. Les chirurgies, les neurochirurgiens, quand on vous opère pour une hernie discale, ce sont des interventions chirurgicales qui exposent le patient. Tout ce qui est traumatisme, des fractures, les entorses, même les déchirures, des gens qui font des accidents de la voie publique et après se retrouvent en train de faire une thrombose veineuse. Du côté de l'obstétrique, on a parlé de la grossesse, on a parlé de la césarienne, mais aussi il y a tout ce qui est avortement, les avortements, le postpartum, tout ça expose le patient. Et pour finir, tout ce qui est immobilisation prolongée, ce sont des situations lorsque les gens sont malades, par exemple des patients qui font un AVC, qui sont paralysés et qui ne marchent pas, vous voyez. Tant que vous n'êtes pas mobile, ça va entraîner un ralentissement ou même voire un arrêt de la circulation sanguine. Ce sont les longs voyages, nous y reviendrons. Un voyage qui durera au-delà de 5 heures est un facteur de risque de cette maladie. Laissons les transitoires. Maintenant, il y a les facteurs de risque qui sont liés aux patients. Ce sont des facteurs de risque, je peux dire, permanents. On parle des personnes âgées. Une personne au-delà de 80 ans, c'est un facteur de risque parce que la personne ne bouge plus comme lorsqu'on était jeune et tout ça. Les obèses, les patients qui ont un cancer, les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires telles que les cardiopathies ischémiques, les cardiopathies dilatées, les gros cœurs, les cœurs pulmonaires chroniques, les varices, on l'a dit tantôt, l'insuffisance veineuse. Vous voyez, c'est des patients à risque. Il y a des patients qui ont des problèmes de coagulation du sang. Et ça, c'est inné, c'est constitutionnel, c'est héréditaire. C'est des gens qui ont un déficit en protéines de la coagulation. On parle de la protéine SC, antithrombine 3. Vous voyez que tout ceci va imposer une démarche minutieuse. Vraiment, parce que l'embolie pulmonaire, c'est vrai, c'est une urgence et tout ça, mais derrière l'embolie pulmonaire, il y a une autre maladie qu'il faut chercher, sinon le patient, il va récidiver. C'est compliqué, hein? Mais bon, c'est très intéressant qu'on connaisse tout ceci parce que on ne parle pas souvent de l'embolie pulmonaire et c'est vraiment un plaisir de partager toutes ces informations avec nos téléspectateurs aujourd'hui. Mais dites-nous, docteur, comment réagir face aux signes que vous venez de nous évoquer? Face à un signe comme la dyspnée, la douleur thoracique, on ne doit pas attendre. C'est une urgence, vous l'avez dit, c'est une urgence qui met en jeu le pronostic vital du patient. Il faut aller consulter pour savoir réellement ce dont on souffre. Ça peut être banal, ça peut être une infection pulmonaire, on vous prescrira un antibiotique, mais ça sera bien d'aller consulter,
qu'on vérifie si vous faites une embolie pulmonaire ou pas. Et voilà ce que je pourrais dire. Hein. C'est une urgence, il ne faut pas attendre. Il faut consulter. Il faut vite réagir. Si, il faut vite réagir. Vous l'avez dit, docteur, l'embolie pulmonaire est une affection grave. Le professeur Adjo aussi l'a dit. Qu'est-ce qui fait exactement la gravité de l'embolie pulmonaire? La gravité dépendra de plusieurs facteurs. Si on prend le terrain, une personne qui a plus de 80 ans qui fait une embolie pulmonaire est une embolie pulmonaire grave. Une personne qui a par exemple un cancer, une personne qui a une fois fait une thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire, ce sont des signes de gravité. Une personne par exemple, qui fait une embolie pulmonaire et qui a une chute de la tension artérielle. On prend la tension artérielle, vous avez une tension artérielle, bien sûr la systolique, qui est inférieure à 90 mm de mercure. C'est une gravité. Ou un patient qui fait une perte de connaissance ou qui a un état de choc, ce sont des signes de gravité. Un patient qui, par exemple, qui fait une embolie pulmonaire, et nous cardiologues, c'est pour ça qu'on fait systématiquement l'échographie cardiaque. Si vous allez à l'écho, vous voyez que le cœur droit est dilaté. Avec la présence des caillots de sang, c'est une embolie pulmonaire grave. Si on va au scanner, on voit qu'il y a une obstruction de plus de 50%, voire 65% du calibre du vaisseau, c'est une gravité. Une embolie pulmonaire qui va s'accompagner d'une élévation, par exemple, des enzymes cardiaques est une gravité. Donc, vous voyez que les critères de gravité de l'embolie pulmonaire, ce ne sont pas les signes. Il y a des critères définis. Je pense que ça nous permet de classer le patient et d'aller plus vite. Par exemple, le patient qui fait une embolie pulmonaire grave avec état de choc, c'est une embolie pulmonaire sévère et qui nécessite que le patient soit hospitalisé aux soins intensifs cardio, voire à la réanimation. Vous voyez la délicatesse de cette maladie. Donc le patient qui fait une embolie pulmonaire est moins sévère. Vous voyez un patient, même si vous avez une embolie pulmonaire, la tension est normale, vous allez à l'écho, tout va bien, le cœur est normal, il n'y a pas d'autres signes. Je pense que ce patient, on peut le prendre en charge en hospitalisation de routine et voilà. Et tout va bien. Alors, docteur, et le diagnostic? Comment se fait le diagnostic de l'embolie pulmonaire? Le diagnostic a commencé par tout ce qu'on a cité. Pour poser un diagnostic, il faut forcément des arguments cliniques, des arguments, des antécédents du patient. Et les examens, ce qu'on a à l'examen. Donc, il faut demander au patient si la personne a ressenti la douleur, s'il y a un essoufflement, s'il y a des palpitations. Avec ça, vous allez poser votre diagnostic. Le diagnostic, maintenant, dans l'embolie pulmonaire, j'avais dit tantôt que c'est un diagnostic difficile, même les médecins passent à côté. C'est pour ça que les sociétés savantes ont essayé disons, de classer l'embolie pulmonaire dans un score qu'on appelle le score de probabilité. Donc, c'est un score, c'est des signes que vous recherchez. Si vous avez un patient chez qui vous suspectez une embolie pulmonaire, qui a peut-être subi une chirurgie récente, moins de 3 mois, qui tousse avec des crachats du sang, on donne des points, qui a un cancer, on donne du point, qui a déjà fait une embolie pulmonaire, une thrombose veineuse, devant qui il n'y a pas un autre diagnostic qui puisse être probable que l'embolie pulmonaire. C'est des points qu'on donne. Donc, ce score, si vous l'avez entre 0 et 1, on peut se dire que la probabilité clinique est faible. Mais si vous avez entre 2 et 3, là, ça devient sérieux. Là, la probabilité clinique de l'embolie pulmonaire est certaine et il faut aller au bout. Quand je dis aller au bout, ça nous amène à choisir les examens qu'il faut demander. Donc, chez un patient dont la certitude, la probabilité clinique est certaine, on va directement faire l'angioscanner thoracique, qui est un examen, disons, de certitude. C'est le seul examen qui peut nous confirmer que bel et bien, il y a une embolie pulmonaire. Le petit bémol, c'est que ici, au Togo, tous les scanners dont nous disposons, bien sûr, peuvent objectiver un thrombus, s'il s'agit d'un thrombus qui touche le tronc, l'artère pulmonaire, mais les embolies pulmonaires distales, dans les artères qui sont très très profondes, on n'arrive pas
à désobjectiver, mais si on a des arguments cliniques, on traite la personne pour éviter que la personne ne décède. Et on récupère ici les personnes. Si, il est mieux de faire par excès que de faire par défaut et perdre la personne. Voilà. On vous comprend parfaitement. Nous l'avons compris ce soir, hein, l'embolie pulmonaire est une affection grave et elle peut se compliquer, docteur. Si. Voilà. L'embolie pulmonaire est une affection grave qui peut se compliquer. Qu'est-ce qui fait la complication de cette affection? Nous avons posé la question à docteur Olude Kakpovi, docteur Olude Kakpovi, qui nous répond dans ce sujet. L'embolie pulmonaire, c'est lorsqu'un caillot du sang en général bouche une artère des poumons et ça va entraîner une dysfonction du poumon et le poumon lésé ne pourra plus assurer l'oxygène au reste de l'organisme. Il s'agit d'une maladie grave et pouvant être responsable de décès. Et les grandes complications qu'on peut avoir, c'est la mort subite. Donc le patient peut mourir brutalement. Lorsque la maladie n'est pas bien traitée, également les caillots peuvent se reformer. Et la troisième grande complication, c'est que ça va détruire le cœur aussi, qui va grossir et qui n'arrivera plus à assurer ses fonctions. Et donc c'est une maladie mortelle et il faudra toujours consulter en urgence pour une prise en charge rapide afin d'éviter le décès. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi Dr Olude. Est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Elle a si bien dit les complications, il n'y en a que 4. Voilà, la 5e complication, je vous expliquerai. Donc c'est le décès par mort subite. C'est la récidive. La récidive, ça arrive lorsqu'on n'a pas la certitude diagnostique ou lorsqu'on n'a pas retrouvé l'étiologie, la maladie sous-jacente. La personne récidivera ou lorsque le traitement n'est pas bien observé. Si on dit aux patients qu'il faut prendre le traitement pendant 6 mois, vous voyez parfois il y a des patients qui l'arrêtent après 1 mois en disant qu'ils sont fatigués ou la sensation du bien-être fait qu'ils arrêteront le traitement. À part la récidive, elle l'a dit aussi, ça va entraîner des complications sur le cœur, surtout le cœur droit, qui va être dilaté avec une hyperpression et le patient il gardera permanemment une difficulté respiratoire, il aura des œdèmes des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle un cœur pulmonaire chronique, post-embolique. Et pour, disons, la 4e complication, toute embolie pulmonaire, peut-être non sévère, peut faire un état de choc, peut se compliquer, avoir un état de choc, une chute de la tension artérielle avec tous les signes qui l'accompagnent et le patient peut mourir de l'affection. La dernière complication, c'est ce qu'on appelle des embolies paradoxales. C'est un caillot de sang qui quittera le cœur droit, qui passera par ce qu'on appelle le foramen ovale, c'est un petit trou. Normalement, physiologiquement, ou lorsqu'un fœtus est dans le ventre de sa maman, ce sont des trous physiologiques qui permettent au bébé, au fœtus de se nourrir, de permettre la circulation sanguine. Et normalement, à la naissance, tous ces trous se ferment, ces canaux vont se fermer systématiquement. Mais malheureusement, d'autres vont garder ces petits trous qu'on ne saura pas. Et c'est le jour où un petit carreau de sang quittera le cœur droit et passe par là, va dans le cœur gauche et là, ils peuvent créer ce qu'on appelle un AVC. Vous voyez, quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire et qui fait par la suite un accident vasculaire cérébral, c'est très grave. Voilà les 5 complications, si je peux le dire. Ma collègue, docteur Olude, l'a si bien dit. Mais vous traitez si bien l'embolie pulmonaire. Si, on le traite. Et quels sont les traitements disponibles? Les moyens dont nous disposons, il y a les moyens médicamenteux, les moyens chirurgicaux. Les moyens médicamenteux, on peut distinguer 2. On a les anticoagulants
ce sont des médicaments qui fluidifient le sang. On a parlé, le caillot de sang, c'est le sang qui se coagule vite. Donc l'objectif du traitement est d'amener le sang à être plus fluide et ainsi prévenir la formation des caillots. Donc ce sont les anticoagulants qui ont cette tâche-là. Et il y a deux types d'anticoagulants. Il y a les injectables. Je pense que vous êtes déjà, ou bien vous en avez déjà entendu parler, ce sont les héparines. Quand on injecte, c'est par voie parentérale, c'est en injection. Donc tout traitement passe par là, ça commence par là. Ce sont des médicaments qu'on vous administre matin et soir avant qu'on introduise les comprimés. L'objectif étant de vous sortir de l'hospitalisation pour rentrer chez vous avec bien sûr les comprimés que les injectables. Donc les comprimés, c'est ce qu'on appelle les antivitamines K, où aujourd'hui on a la chance d'avoir d'autres anticoagulants oraux qu'on appelle les anticoagulants oraux directs. C'est vrai qu'il y a une différence entre les deux. Quand on prend les antivitamines K, ça impose un suivi avec des dosages qu'on appelle un INR. S'il y a des patients qui nous écoutent, on les a plusieurs fois demandé, les TPINR, puisque ces médicaments ne sont pas anodins. C'est un couteau à double tranchant. C'est vrai qu'on cherche à fluidifier le sang. On peut peut-être avec la dose, si la dose est exagérée, que le patient va saigner sous traitement et la personne peut saigner. Si la personne saigne au niveau du cerveau, c'est grave. C'est grave. Au niveau de la rétine, c'est grave. Au niveau de l'abdomen, c'est pour ça qu'on doit être rigoureux. On doit demander au patient, si vous pouvez faire des contrôles, là, on vous mettra sous ces médicaments. Mais il y a d'autres, ils acceptent et ils disparaissent dans la nature. Après, vous apprenez qu'ils sont décédés et tout ça. Donc, à part ces antivitamines K, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des anticoagulants oraux directs qui ne nécessitent pas de contrôle, mais ça a son coût. C'est plus cher. Vous voyez, la boîte, il y a de cela peut-être 3 mois, la boîte coûte 65 000 francs et c'est pas donné à un Togolais lambda tous les mois de s'acheter une boîte de médicaments et tout ça. Et ça, c'est un cri du cœur. Je ne sais pas si les pharmaciens nous suivent, mais ils doivent tout faire pour disponibiliser, parce qu'il y a des boîtes de 14 que nos patients cherchent dans presque toutes les pharmacies. Ils n'en ont pas. Je pense que l'ordre des pharmaciens, s'ils nous écoutent, doivent faire un effort pour disponibiliser ces médicaments, parce que ça revient un petit peu moins cher. Nous sommes... ces 2 boîtes reviennent à 32 000 francs comparativement à 65 000 francs. Donc, ça sera bien s'ils nous entendent et de faire assez d'efforts par rapport à ça. Donc, à part les anticoagulants, nous avons ce qu'on appelle des thrombolytiques ou des fibrinolytiques. Eux, ils ont pour rôle d'aller détruire le caillot de sang. Voilà. Et ça, ils sont utilisés plutôt dans l'embolie pulmonaire sévère et grave, parce qu'il faut aller tout de suite. S'il y a d'urgence, le patient il peut décéder, donc il faut aller avec les médicaments. Mais ça aussi, ça a un coût. Le petit flacon coûte 150 000 francs. Vous voyez qu'aujourd'hui, moi, je veux insister sur la prévention, parce que cette maladie, c'est vrai, c'est fatal et tout, mais il y a un coût derrière. Il y a un coût derrière et que la seule issue reste la prévention. Nous allons vraiment insister sur la prévention, parce que c'est mieux de ne pas tomber malade que de tomber malade et payer cher, ou peut-être ne pas trouver l'argent pour payer même les produits et décéder d'une maladie peut-être qu'on pouvait guérir par des soins. Voilà, nous poursuivons cette émission. L'équipe de santé d'abord est allée au service cardiologie du CHU Sylvanus Olympio, où elle a rencontré 2 patients. 2 patients qui ont souffert ou qui souffrent de l'embolie pulmonaire. Comment la maladie a-t-elle commencé? Quel est leur état de santé aujourd'hui? Ils ont accepté de nous raconter leur histoire avec la maladie. Suivons nos 2 témoins. Et un soir, j'allais au volant, j'étais au volant sur une ruelle, je ne filais pas trop. Et selon les témoins, j'ai indiqué que je me suis arrêté brusquement. Et je me suis tombé évanoui, quoi. Je me suis arrêté brusquement.
et je me suis réveillé à l'hôpital. C'est là où on m'a dit ce qui m'est arrivé. Et c'est juste à l'hôpital qu'après le docteur me disait que c'est à cause de mon pied, que c'est le pied qui a causé l'étouffement et je n'arrivais même pas à respirer. Et après les analyses des échographies, des scanners, et le docteur vient de me dire à quoi je souffre. Selon les docteurs, je ne dois pas me déplacer, ne me faire un pas. Ouais. C'est après quelques jours que j'ai eu un peu mal de poitrine, mais peut-être 2 jours c'est passé. D'après les traitements, c'est passé. Ça fait 2 jours qu'on m'a donné le droit de commencer par marcher. Peut-être c'est la rééducation, je crois. Commencer par marcher un peu, et puis ça va venir. Avant de partir, il y a des consignes à donner, mais pour le moment, je reviendrai. Il m'a dit que je reviendrai pour les suivis. Et dans les jours à venir, mais c'est lorsqu'on va me libérer, je crois qu'on va me donner toutes ces consignes-là. Si j'ai un conseil à donner à qui que ce soit, c'est de les exhorter. Lorsqu'on a un mal, normalement le plus tôt possible, on doit courir à l'hôpital. Ne pas faire des automéditations, puisque je l'ai fait, mais ça n'a rien donné. Donc on doit aussi faire beaucoup de sport et marcher. C'était un dimanche matin et tout d'un coup j'ai senti une grande fatigue et puis en même temps j'ai commencé à somnoler, j'ai envie tout de suite de me coucher et puis bref, je m'étais évanoui quoi. Et c'est quelques minutes après que je suis revenu en vie et puis j'ai commencé à entendre les gens parler, mais je ne les voyais pas. On m'a transporté au CHU Tocoin. Et c'est ici que la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge ont été faits et ont été prompts et que par la grâce de Dieu, dès le 5e jour de traitement, j'ai commencé à récupérer peu à peu. Donc j'ai fait 12 jours d'hospitalisation avant d'être libéré. Et suite à ça, on me donnait des rendez-vous de suivi que j'ai toujours respecté. Et dont le dernier était le 19 septembre dernier. Et après les soins d'hospitalisation, on m'a prescrit d'autres produits que je prends tous les jours. C'est très important de suivre les conseils des médecins, suivre les conseils et prendre soin de nous parce que la santé n'a pas de prix. Les conseils qu'on donne après les accouchements, c'est très important. Tout ce qui peut éviter une coagulation du sang. Donc la marche est très importante. C'est pas seulement pour les accouchés, mais pour tout le monde. Et l'embolie, c'est pas seulement fait pour les femmes. Voilà, docteur. Nous venons de suivre nos 2 patients qui ont accepté de partager leur expérience avec nous. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose, quelle est votre réaction par rapport à leur intervention? Je trouve que c'est courageux d'accepter, partager ce qu'on a vécu et ça peut sauver des vies. Le monsieur, il a si bien dit, ça peut sauver des vies. Si les gens les écoutent, je pense qu'il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de dire aux gens ce dont on a souffert. Et en aucun moment ce n'est une honte ou quoi que ce soit. Puisqu'on en guérit, hein, ils sont presque à l'étape de la guérison. Et on en guérit définitivement? Dans certaines situations, on en guérit définitivement. Dans certaines
situations. Et quelles sont ces situations? Non, je parlais par exemple s'il s'agit du facteur transitoire, les facteurs de risque, si c'est la grossesse qui a entraîné ça. Je pense qu'après l'accouchement, ça va. Voilà, ça ira. Si c'est une chirurgie, si c'est un plâtre, il suffit de retirer le plâtre ou la telle et ça ira. Ça va. Voilà, donc c'est des situations qui, bien sûr, malheureusement, favorisent la formation du caillot, mais on peut prendre en charge et ces patients guériront complètement de cette embolie pulmonaire. Malheureusement, d'autres n'en guériront pas parce que c'est des patients qui ont des maladies derrière, par exemple des cancers. Si vous faites une embolie pulmonaire, vous pouvez guérir de l'embolie pulmonaire, mais si le cancer n'est pas pris en charge, malheureusement, vous allez récidiver. Voilà. D'accord. Nous avons suivi Miss Olive. Miss Olive qui a quitté l'hôpital. Elle a bien dit, elle a été hospitalisée pendant 12 jours et après son hospitalisation, elle a été libérée. Elle vient régulièrement au contrôle. Est-ce que ce n'est pas ce que vous appelez le traitement en ambulatoire? C'est ça, vous appelez le traitement en ambulatoire? Non, bon, ce n'est pas un traitement en ambulatoire, c'est la suite de l'hospitalisation. Et le traitement en ambulatoire en soi, qu'est-ce que c'est? Le traitement en ambulatoire, tout simplement, c'est un traitement qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Or, l'embolie pulmonaire impose une hospitalisation. Et elle était hospitalisée. Et c'est lorsqu'elle allait mieux. On a vu qu'elle va bien, elle peut retourner à domicile puisque le traitement durera minimum 6 mois. Donc, on ne peut pas la garder à l'hôpital pendant 6 mois. Mais on va s'assurer qu'on a, disons, balisé tout. On a su qu'elle a fait une embolie pulmonaire. On a retrouvé les facteurs favorisants. On les a pris en charge. On s'assure que le patient soit bien anticoagulé avant qu'on le laisse rentrer chez soi. On s'assure que le patient est bien entouré, est-ce qu'il a bien compris sa pathologie et qu'il nous rassure qu'il fera des contrôles et qu'il reviendra, puisque le monsieur l'a dit aussi tantôt, on lui a donné des rendez-vous, il doit revenir pour le suivi. Le suivi est important pour savoir si ça marche ou pas. Parce que ça peut ne pas bien marcher à la maison, on sera obligé de vous réhospitaliser. Donc l'embolie pulmonaire, c'est une hospitalisation d'emblée. Une petite anecdote, une petite histoire. Lorsqu'on était en formation en spécialité, il y a un de nos aînés qu'on a fait échouer parce qu'il a géré une embolie pulmonaire en ambulatoire et s'était retombé dans les mains d'un patron de la cardiologie. On lui a fait perdre une année pour cela. Donc toute embolie pulmonaire égale à une hospitalisation. Vous pouvez faire une embolie pulmonaire non sévère, mais demain, ça peut basculer. D'autres choses peuvent arriver et voilà. Et donc moi, je pense que c'est le lieu aussi d'encourager vos patients, surtout ceux qui ont souffert d'embolie pulmonaire, de persévérer dans le traitement, de suivre toujours les conseils des spécialistes. Si, on le fait. J'espère qu'ils nous écoutent. Ils sont nombreux qui suivent votre télévision. Le médecin n'a rien à gagner si le patient ne va pas bien. Donc, nous, en libérant les patients, on leur dit toujours, revenez, on donne des rendez-vous. Moi, personnellement, je parle de moi, je donne des rendez-vous. Maintenant, on ne peut pas, c'est vrai que parfois, nous prenons notre téléphone, on appelle, mais vous, on vous a donné rendez-vous, mais on ne vous a pas vu, mais on ne peut pas appeler tout le monde. On est à l'hôpital public. On voit plus de 100 personnes par mois, mais s'ils nous écoutent ce soir, je pense qu'ils doivent revenir. Ils doivent revenir parce que le traitement anticoagulant, ce n'est pas banal. Vous pouvez avoir des complications, vous pouvez saigner, surtout le saignement. C'est regrettable, très redoutable lorsque ça arrive. Vous l'avez dit que le traitement dure minimum 6 mois. C'est de 6 mois ou bien quelle est la durée? Quelle est la durée normale ou maximale? C'est en fonction de l'étiologie. Nous avons parlé, si c'est de la chirurgie, c'est une chirurgie où le port d'un plâtre qui a entraîné ça, 3 mois, ça suffirait. Mais si c'est peut-être, disons, une grossesse où on sait que le postpartum aussi va durer, on peut aller à 3 à 6 mois. Parfois, on ira jusqu'à 1 an. Bon,
les recommandations disent de faire 6 mois. Mais 6 mois, c'est bien si on retrouve, lorsqu'on retrouve le facteur favorisant. Mais une fois que le facteur qui a favorisé la formation du caillot n'est pas retrouvé, c'est mieux de traiter aussi longtemps que possible, minimum 1 an. Maintenant, en fonction de la pathologie, il y a des gens qui vont malheureusement prendre le traitement à vie. C'est des gens qui ont des problèmes de coagulation, je l'avais dit, c'est des gens qui ont des déficits en protéines de la coagulation. Eux, malheureusement, ils prendront pour tout le reste de la vie des médicaments. C'est mieux de se traiter à vie et être en bonne santé que de négliger son traitement et mourir, docteur. Alors, docteur Sesso, vous convenez avec moi ce soir et vous et moi, nous convenons que l'important, c'est d'éviter la maladie. C'est mieux de ne pas tomber malade, dépenser assez de sous et peut-être ne pas en guérir. Alors, ce soir, nous allons vraiment insister sur la prévention, docteur Sesso. Comment prévenir l'embolie pulmonaire? Comment prévenir cette maladie? Vous savez, tout part d'un caillot de sang qui se forme dans une veine. Généralement, dans la veine des jambes. Ça part de là. Mais comment faire, comment empêcher que le sang ne stagne dans les veines? C'est qu'il faut faire fonctionner vos mollets. Tout passe par là. Donc, si on part de là, je prends l'exemple des femmes enceintes, parce que ça me tient à cœur. Les femmes enceintes, tout ce qu'il faut faire pour éviter la formation d'un caillot de sang, c'est qu'il faut généralement marcher. Il faut s'hydrater assez. Il faut surveiller la prise du poids. Vous savez, vous êtes femme comme moi, on prend assez de kilos pendant la grossesse. Donc, il faut vraiment faire attention, surveiller, surtout que quand on a des antécédents de thrombose ou on a d'autres facteurs qui sont associés, il faut vraiment faire attention à la prise de poids. Il faut, lorsqu'on se repose, surlever un petit peu les jambes. Il faut beaucoup s'hydrater et éviter surtout de rester assis, disons de rester assis aussi longtemps que possible. Si vous restez assis au-delà de 2 heures, il faudra se lever et marcher, faire 5 minutes de piétinement et tout ça. Surtout éviter de croiser les jambes. Et pour finir, il faut porter des bas de contention, surtout quand on sait qu'on a des antécédents de maladies thromboemboliques veineuses. Maintenant, ça, c'est pendant la grossesse. Le docteur Alognon l'a dit, après une césarienne, il faut se lever rapidement. Il y a d'autres qui sont couchés, ce sont les belles-mères, les mamans qui font tout, ce n'est pas conseillé. Donc, quand on vous dit de vous lever, c'est pour prévenir éventuellement l'embolie pulmonaire. Il faut porter les chaussettes, les bas de contention. Vous allez me demander pourquoi on parle toujours, on revient toujours. Ces bas de contention vont exercer une pression sur les muscles du mollet et ainsi ça va stimuler, la circulation sanguine. Donc la levée précoce, le port des bas de contention, se lever, faire des mouvements aussi rapidement que possible. Maintenant, si la personne, parce qu'on a mal après une césarienne, il faut forcément que le gynécologue prescrive des médicaments, des anticoagulants, des médicaments qui vont aider la dame, qui vont fluidifier le sang. Et éviter ainsi la survenue d'une embolie pulmonaire. Si, c'est l'objectif du traitement, c'est permettre, entraîner la fluidité du sang tout en prévenant la formation des caillots. Voilà. Donc je prends, ça c'est l'exemple de la femme enceinte, de la femme césarisée. Si je prends les longs voyages, un voyage qui durera au-delà de 5 heures. Par exemple, si vous avez déjà fait une embolie pulmonaire ou vous avez fait une thrombose veineuse, avant le départ, il faut forcément revoir votre médecin qui vous prescrive les anticoagulants. C'est une injection qu'on vous fera 6 heures avant le vol pour empêcher la formation des caillots, parce que nous savons que le voyage en avion est un facteur de risque. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. C'est parce que dans l'avion, il y a un défaut d'oxygénation
et puis les gens sont immobilisés. Vous voyez les sièges dans l'avion, c'est un siège étroit, on est coincé là-dedans. Le port du siège, disons le bord du siège qui va coincer les jambes et ainsi entraîner des compressions mécaniques. Le fait qu'on soit immobilisé, on croise les jambes et vous voyez un vol, je donne un exemple, Lomé-Paris fait 6 heures. Or, le risque est multiplié par 4 lorsque le voyage dure au-delà de 4 heures. Donc vous voyez, maintenant pour quelqu'un qui en a souffert déjà, il faut forcément retourner voir votre médecin avant le départ qui vous propose un traitement anticoagulant, qui vérifie si vos médicaments, vous continuez à bien prendre les médicaments ou pas, si le traitement marche ou pas. Si vous souffrez par exemple des varices ou d'une insuffisance veineuse, le médecin vous proposera, bien sûr, en prévention, des chaussettes ou des collants ou des bas de contention. Donc, il faut surtout en avion éviter de porter des vêtements serrés. Il faut s'habiller de façon ample. Il faut surtout boire assez. Éviter de croiser les jambes, éviter de porter les chaussures serrées, parce que sinon, ça a entraîné un gonflement des jambes. Il faut surtout éviter de boire tout ce qui est alcool ou les boissons diurétiques, parce que les boissons diurétiques vont vous faire uriner assez, donc il y aura une perte d'eau, le sang va être plus concentré et ainsi favoriser la formation des caillots. Et le risque, bien sûr, même si vous ne faites pas une thrombose veineuse pendant le vol, à l'arrivée, le risque est permanent jusqu'à 2 semaines même après votre arrivée, voire même 8 semaines. Hein. Vous voyez qu'il faut vraiment faire attention à la descente. Si vous avez bien sûr les jambes qui sont enflées, après un bain tiède ou chaud, normalement ça va revenir et il faut faire une activité physique sportive pendant. J'ai pas fini avec la prévention. Il faut vraiment faire attention au surpoids, à l'obésité. Il faut, disons, conseiller plutôt un sevrage tabagique. Pour nous, les femmes, ce n'est pas seulement la femme enceinte ou la césarisée, on a parlé de la contraception. Il faut un choix adapté de la contraception en fonction des antécédents. Le gynécologue doit choisir la contraception la plus adaptée pour tel ou tel patient. Pour finir, il faut manger bien équilibré et il faut pratiquer une activité physique régulière. Voilà. Il y a M. Kokou, notre patient, qui a parlé aussi de l'automédication. Il a dit que quand il a commencé par sentir des douleurs dans le pied, il est à la pharmacie, il a acheté plusieurs médicaments qui n'ont pas marché. Je crois que c'est le lieu aussi d'inviter la population à éviter vraiment l'automédication. Si. L'automédication, c'est pas bon. Hein? On ne parle pas seulement dans le cas de l'embolie pulmonaire, c'est devant toute maladie. Vous n'êtes pas médecin, les gens de bouche à oreille se donnent des conseils qu'il faut prendre tel. Je prends l'exemple tout simplement de l'hypertension, c'est ce qui se fait. Les gens ils vont dire, bon, moi, mon médecin, bon voilà le médicament que moi on m'a prescrit. Tout le monde ne peut pas prendre les mêmes médicaments. On n'a pas les mêmes maladies, même si au départ nous souffrons de la même maladie, mais chacun a sa particularité. Un malade est un cas. Les cas ne peuvent pas se ressembler et je pense que l'automédication n'est pas une bonne chose. Moi, je vous conseillerais de consulter à chaque fois. Bon, venez nous voir, on a étudié pour ça. Si les patients ils ne viennent pas en consultation, le médecin sera désœuvré. Voilà. Donc, ça sera bien de venir. Et voilà. Moi, je suis très contente pour cette émission ce soir parce que moi aussi, je comprends le pourquoi quand nous voyageons en bus, le chauffeur s'arrête par moment, nous demande de descendre, de marcher un peu. C'est un chauffeur qui a tout compris. Voilà. Donc, merci. Et même si vous allez avec votre propre voiture, après chaque 2 heures, il faut descendre, dégourdir un petit peu les jambes. Et voilà. D'accord, docteur.
Et merci pour ces belles informations. Nous tendons vers la fin déjà de cette émission, mais je crois que c'est le lieu aussi de féliciter le gouvernement. Le gouvernement a initié depuis le samedi 24 septembre, le gouvernement a lancé une journée de marche ou bien une journée de sport pour la santé de nos populations. Une journée sportive. Et pour la santé de la population, moi je crois que c'est aussi le lieu de féliciter une fois encore le gouvernement pour cette belle initiative. Si, c'est une bonne chose. Nous, on était contents. Moi, en tant que médecin cardiologue de sport, je pense qu'il n'y aura pas mieux que le sport pour prévenir toutes ces maladies cardiovasculaires. Vous avez déjà reçu d'autres qui ont parlé, qui ont abordé ces maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, le sport est incontournable. Même parlant de l'embolie pulmonaire, je dis que tout part de la formation d'un caillot de sang dans une veine. Et pour éviter cela, bon, il faudra marcher. Et la marche, c'est le sport. Courir, vous voyez, vous éviterez assez de maladies. Et c'est une bonne chose. Nous sommes l'ordre des médecins, je fais partie de l'ordre des médecins. On a encouragé ce projet. On fait partie, en tout cas, des personnes qui ont échangé là-dessus. Et je ne peux que féliciter les décideurs et je souhaiterais que tout le monde participe à cette activité. Même moi, j'y étais. Nous tous, on doit faire le sport pour une bonne santé. De toute façon, ça va de notre intérêt. Ça va de l'intérêt de tous. Hein. Ce n'est pas pour le gouvernement seul, mais toute personne doit pratiquer le sport parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré que le sport, il y a tellement d'avantages, il n'y a que des avantages en pratiquant une activité physique sportive. Et pour terminer cette émission, docteur, le 29 septembre prochain, c'est la journée mondiale du cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, si on sait que les maladies cardiovasculaires constituent les premières causes ou la première cause de mortalité dans le monde, je crois que ce serait vraiment opportun que vous adressez un message à nos chères populations qui nous regardent ce soir, docteur. Je suis heureuse parce que vous avez fait cas. Et je salue en passant l'Ordre des médecins, la Société de cardiologie du Togo, parce que la journée mondiale du cœur n'a jamais été peut-être célébrée comme ce qu'on prévoit faire ce samedi au stade de Kégué. Et puis voilà, donc, mais ça rentre dans les objectifs déjà de l'Ordre des médecins dans la promotion de la santé. Et la promotion de la santé, ça passe par la sensibilisation, ça passe par ces activités physiques, ça passe par les conseils que nous donnerons le samedi. Venez nombreux, venez massivement, on vous attend. C'est vrai que nous, on invite spécialement tout le personnel qui travaille dans la santé, mais les autres sont également invités. Tout le monde peut participer à cet événement. Ça sera une marche sportive. On marchera, après on fera de la gym, de la zumba, quelques séances de yoga. Il y aura des cardiologues qui donneront des conseils sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Il y aura d'autres spécialistes, il y aura des diététiciennes pour donner des conseils culinaires, comment cuisiner pour éviter telle ou telle maladie. Ça sera très intéressant. On vous invite, on invite toute la population à venir nous soutenir. Ça sera une première et on va prier le bon Dieu pour que ça soit pérenne dans les années à venir. Voilà. En tout cas, nous serons de la partie samedi. Hein. On vous attend, on vous attend. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Nous espérons vous revoir très bientôt pour parler rien que des maladies cardiovasculaires en général. On n'hésitera pas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, Santé d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous étions avec docteur Zouera Sesso. Elle est cardiologue au CHR Lomé Commune. Merci à toute l'équipe de Santé d'abord, merci à la régie et merci à Madame Carole Pito. Passez une très bonne soirée sur la télévision togolaise. Au revoir.